Athanas Tendeng. L'homme est connu pour sa maîtrise de l'environnement du club Fagnon de la région sud. Nous en parlerons à fait d'édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Le réseau national des prestataires de transfert d'argent appelle au boycott du système Wari durant 2 jours. À compter de ce mercredi, le RENAPTA déroule ainsi son 3e plan d'action pour amener l'opérateur précurseur de transfert d'argent à respecter l'instruction de la BCEAO sur la réglementation des transferts rapides d'argent. Il invite aussi à sécuriser les comptes des sous-agents agréés. Serine Gay, le secrétaire général du RENAPTA, il réagit au micro de Luis Tinasanya. Nous avions averti, suivant un plan d'action qu'on a déroulé sur plusieurs mois, par des rencontres, un sitting au niveau de Wari, pour alerter, attirer l'attention des autorités étatiques, des opérateurs, mais également des autorités monétaires, sur les problèmes du secteur. Mais malheureusement, nous n'avons pas été entendus, sauf peut-être 2 opérateurs qui ont voulu accepter de négocier. Et en gagnant, au lieu de donner beaucoup plus d'attention à notre réseau, notre argent, sécuriser notre argent, il ne le fait pas. Nous allons donner un avertissement de 2 jours. C'est-à-dire que nous allons bloquer le système le mercredi et le jeudi. C'est pour un avertissement uniquement, parce que ça ne change absolument rien sur ce que nous gagnons. Parce que tout ce qui ne se fait pas sur le réseau Wari peut se faire dans les autres opérateurs. Donc c'est lui qui va perdre, mais pas nous. Un seul opérateur qui respectait le mot d'ordre, c'est un de moins pour Wari, mais un de plus pour les autres opérateurs. Donc ce qu'on lui demande, c'est de revenir, c'est de venir sur la table de négociation, de négocier avec les gens, que ces problèmes soient aplanis pour de bon. Sinon, nous allons passer à la vitesse supérieure et ce serait plus 2 jours, mais ce serait 1 semaine ou bien définitivement le réseau Wari. Le chapitre politique, les souteneurs d'Aïda Diong ne digèrent pas la décision rendue par la Cour suprême sur l'ex-sénatrice libérale. Ils soutiennent que cette haute juridiction n'est pas habilitée à prononcer une peine. La section communale du PDS des HLM voit derrière ce verdict un complot orchestré par le ministère de la Justice. Par conséquent, ces libéraux entendent sensibiliser la communauté internationale. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. C'était en présence de Abigail. L'affaire de Aïda Diong est un complot familial, une déclaration de la section communale du PDS des HLM. Les partisans de l'ex-sénatrice libérale expliquent. Elle a été innocentée par la justice sénégalaise dans un procès historique où elle a prouvé de bout en bout son innocence. Vous comprendrez qu'il ne peut s'agir que d'un complot familial. Pourquoi un complot familial? Tenez-vous bien. Sidiki Kaba est le frère de même père et de même mère que Lassana Kaba. Et M. Mamadou Badio Kamara, président de la Cour suprême, sa 2e épouse est la fille de Lassana Kaba. Donc vous comprendrez aisément qu'il s'agit d'un complot familial. Les libéraux des HLM disent être convaincus que si Aïda Diong avait accepté de rejoindre le camp présidentiel, elle serait épargnée de toute tracasserie judiciaire. Nous sommes convaincus que si elle avait accepté de rejoindre le camp présidentiel, elle serait épargnée de toutes ces tracasseries judiciaires. Parlant de justice, lors du procès en première instance, les juges de la Cour d'appel avaient ordonné la restitution des biens et avoirs de Mme Aïda Diong en déclarant que toutes les procédures de marché avaient été respectées. La section communale du PDS des HLM ne compte pas se limiter au verdict de la Cour suprême. Elle prévoit de sensibiliser la communauté internationale sur ce sujet et n'exclut aucune voie légale. L'annoncé en début d'édition, la déconvenue de Benno Bokk Yakaar à Dakar ne sera pas sans conséquence au Parti socialiste et à l'APR. Affirmation de l'analyste politique Serigne Saliou Samb. Selon lui, un tel débat qui est aussi synonyme de défaite pour Ousmane Tanor Dieng, malgré les convocations de proches du maire de Dakar en pleine campagne. Le docteur en sciences politiques indique aussi qu'il est grand temps que le parti au pouvoir prenne au sérieux la dimension politique de l'édile de Dakar. C'est un travail de Code Ndiaye. L'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales et les résultats issus du scrutin du 4 septembre dernier ne seront pas sans effet au sein de certaines formations politiques telles que le Parti socialiste. Ces résultats constituent un camouflet net pour Ousmane Tanor Dieng, qui non seulement a appelé à voter pour la coalition Benno Bokk Yakaar, mais aussi
à essayer de torpiller la candidature ou bien la victoire de Khalifa Sall par des moyens ou bien des voies plus ou moins sournois. D'abord, vous savez, cette activation de la DIC en pleine campagne électorale, à la veille des élections, la plupart des collaborateurs de Khalifa Sall ont été traqués. Qui plus est, tout le monde sait qu'il y a eu des achats de conscience. La dualité Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall au sommet du Parti socialiste est donc inévitable. Moi, je pense que désormais, le PS sait qu'en réalité, comme vous l'avez dit, il y a une dualité au sommet. Le leadership de Tanor Dieng est de plus en plus contesté par des gens qui aujourd'hui ont la volonté ferme d'avoir sa peau. Parce que depuis la victoire de Khalifa Sall, beaucoup de voix s'élèvent encore pour demander la démission de Ousmane Tanor Dieng, qui ne fait que vendre, en tout cas qui ne fait que du tailler entre guillemets du parti pour les beaux yeux de la paix. Avec ce débâcle de Benno Bokk Yakaar à Dakar, les ambitions présidentielles du maire de Dakar devront être prises en compte par le président Macky Sall et son régime. C'est la levée de bouclier au sein de la paix. On réclame des têtes. Les responsables de Dakar comme Diouf Sarr, dans une certaine moindre mesure, Yakhamba et d'autres là, et à l'intérieur du pays, ceux qui ont perdu comme Latif Coulibaly à Foundiougne et autres là, Doudouka à Ziguinchor, ils sont mal barrés. Selon le journaliste, la coalition Taxawu Dakar a confirmé son leadership à Dakar, ce qui prouve encore une fois que le maire de Dakar garde intact son électorat dans la capitale sénégalaise. La convergence des jeunesses républicaines tacle Idrissa Seck et Khalifa Sall. La COJER défie ces deux leaders. Selon ses membres, les résultats enregistrés par la coalition de la mouvance présidentielle lors de l'élection du H2CT l'attestent. Ses membres confirment qu'à Dakar et à Thiès, l'hégémonie de ces deux leaders commence à s'affaiblir. Ils ont fait face à la presse cet après-midi également. Ibrahim Fall était sur place. Le parti au pouvoir savoure la victoire des élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Cependant, la convergence des jeunesses républicaines minimise la victoire de la coalition Taxawu Dakar. Dans le département de Dakar, la COJER appelle les membres de la coalition And Taxawu Dakar à présenter des excuses publiques au peuple sénégalais. En agitant le concept d'achat de conscience, ils ont insulté les conseillers municipaux et ceux qui les ont élus. Au lieu de nager dans l'euphorie et la polémique, Khalifa Sall et compagnie doivent s'interroger sur l'effritement spectaculaire de leur score entre 2014 et 2016. À ce rythme, sa perte de vitesse sera marquée bientôt par un arrêt brusque. Pour ceux qui ont boycotté ces élections, la COJER estime que leur défaite était imminente, cause pour laquelle ils ont refusé d'y participer. Idrissa Seck a oublié certainement qu'il est devenu président du conseil départemental de Thiès grâce à l'acte 3 de la décentralisation, initié par le président Macky Sall, dont le Haut Conseil des collectivités territoriales est le parachèvement. Ses collaborateurs qui ont participé à ces élections historiques ont compris son incohérence. La convergence des jeunesses républicaines a tenu aussi à dénoncer les listes parallèles présentées par certains de leurs camarades de parti. La défaite de Benno Bokk Yakaar dans la capitale n'est que la partie visible de l'iceberg. Appréciation du responsable apériste Saliou Keita. Il est convaincu qu'il y a des leaders politiques de l'APR de Dakar qui fragilisent la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon lui, ces derniers combattent Abdoulaye Diouf Sarr. Le responsable politique a également décrié la communication du gouvernement. Saliou Keita est interrogé par notre reporter. Dans notre parti Alliance pour la République, le patron de Dakar, c'est M. Abdoulaye Diouf Sarr. Parce que pendant la campagne électorale également, c'est lui, Abdoulaye Diouf Sarr, seul qui était sur le terrain. D'autres ont croisé les bras, attendre aujourd'hui ces résultats pour essayer de dénigrer la personne, essayer de dire qu'il n'a pas fait ce travail. Je ne parle pas de personne, mais ils se connaissent. Ceux qui n'ont pas de légitimité historique, ceux qui n'ont pas de légitimité politique dans notre parti, qui hier avant, ils insultaient le président de la République. Hier, ils tenaient des arguments fallacieux à l'endroit du président et de ses membres. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui n'ont pas de légitimité professionnelle,
Aujourd'hui, qu'il se permette de s'égaler à Abdoulaye Diouf Sarr, il se trompe. Et nous reparlons des résultats de l'élection du H2CT dans la région sud. L'UCS d'Abdoulaye Baldé a gagné le département des Ziguinchor sans difficulté en totalisant 149 voix contre 115 pour la coalition pour l'émergence de Ziguinchor et 36 pour la coalition alternative patriotique. L'Union centriste du Sénégal prouve encore son leadership dans cette partie du pays. Voici Ibrahima Djidjou, tête de liste de l'UCS au micro de Mambinta Diatta. C'est le sentiment de satisfaction. Je rends d'abord grâce à Dieu et prie sur le prophète et remercier mes deux parents et surtout Abdoulaye Baldé. Je pense que cette victoire-là est acquise à sa cause. Donc je pense que tout le monde se rendra compte que les Ziguinchorois sont toujours à côté d'Abdoulaye Baldé. Parce que c'est un mérite, pas pour nous, mais pour ce monsieur-là qui a tout fait pour Ziguinchor. Je pense qu'il est temps que les gens lui rendent la pièce de sa main. Mes visions d'abord, je ne vais pas les décliner tout de suite. J'attends d'abord pour connaître la configuration d'abord. Quelles sont ses missions, quelles sont ses responsabilités et quels sont ses rôles. Tout cela défini. Je saurai m'engager parce qu'étant un praticien, pas un expert de la descendance, mais un praticien, je saurai comment m'entreprendre à ce niveau-là. Benno Bokk Yakaar n'a pas pris part à ce scrutin dans le département de Ziguinchor, préférant laisser la voie libre à l'opposition dans cette localité. D'ailleurs, certains leaders de l'APR ont soutenu le camp de l'UCS. D'autres ont battu campagne pour la coalition pour l'émergence de Ziguinchor, dirigée par les frondeurs issus de l'UCS. Selon Doudouka, la coalition de la mouvance présidentielle avait toutes les chances de passer devant l'UCS. Nous l'écoutons. Les leaders de l'APR, des directeurs généraux et des ministres et des députés ont battu campagne ouvertement pour la liste UCS. Je n'accuse personne. Moi, je suis sur le terrain. Et d'ailleurs, on m'aurait dit que le député maire a remercié une partie de l'APR qui l'a soutenu. La situation politique à Ziguinchor n'est pas aussi simple que cela. Et je demande au parti et au président de reconsidérer cette situation politique dans le département de Ziguinchor qui est composée de nouvelles forces, qui est composée d'une force qui est la coalition Benno Bokk Yakaar, mais qu'on doit recomposer parce qu'il y a de nouveaux leaders, il y a de nouvelles arrivées. Nous avions en toute loyauté respecter la décision du président du parti et du président de la République de ne pas présenter de liste Benno Bokk Yakaar. Donc ça, je pense que tout le monde l'a respecté. À mon humble avis, si tout le camp présidentiel s'était prononcé et avait battu campagne pour cette liste, je pense que les résultats auraient été autres. Nous refermons le chapitre politique. Un mot de santé dans cette édition. 41 milliards de francs CFA viennent d'être octroyés à la couverture maladie universelle par le Japon. Une somme qui va aider à corriger les défauts de la CMU. Ce programme sera plus accessible aux personnes les plus vulnérables. L'assurance du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Selon Aomari Kolsek, cet appui du Japon permettra de régler les questions d'inaccessibilité géographique et financière des structures sanitaires. Les précisions de Ndeye Fatimlo. C'est en 2026 que le Sénégal va commencer à payer ce prêt de 41 milliards. Ce dernier va permettre de corriger les manquements de la couverture maladie universelle et ainsi régler la question de la prise en charge gratuite des personnes indigentes. Cette année, ça va être 300 000 familles, c'est-à-dire 2 400 000 personnes, donc 17% de la population. Des gens qu'on va faire entrer dans les mutuelles de santé et qui vont bénéficier gratuitement des soins et des médicaments. Mais ça va coûter cher. Ça va coûter à peu près 21 milliards de francs par an. Ce prêt n'hypothèque pas les questions de durabilité. Nous n'allons pas mettre en œuvre un programme de couverture maladie universelle qui sera exclusivement financé par l'extérieur. Le déficit d'infirmiers et de sages-femmes dans les zones les plus reculées du Sénégal pose un grand problème dans le système médical. Ce financement du Japon va y remédier. On a déjà cette volonté de mettre dans tous les postes de santé du Sénégal une infirmière ou un infirmier et une sage-femme. Région de Tambacounda, vous avez 101 postes de santé, 34 seulement ont une paire. Si on injecte 67 sages-femmes dans cette zone, ça se sentira au plan de la lutte contre la mortalité maternelle. Non seulement on va travailler sur les postes, mais aussi tous les blocs sous qui existent au niveau des centres de santé qui ont été mis en place pour faciliter justement cette aide à l'accouchement par la césarienne. Plus de 50% de la population ont une couverture maladie universelle accessible à travers les mutuelles de santé. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 670 à travers les communes du Sénégal. Cet investissement de 41 milliards sur la CMU aidera la population à bénéficier de soins de qualité sur l'étendue du territoire.
Nous changeons de registre. La plateforme internationale des réseaux jeunesse francophones s'est penchée ce matin sur le renforcement des capacités de jeunes entrepreneurs. Objectif, consolider les acquis, mais aussi permettre à ces jeunes de mettre en adéquation leur formation et les besoins des entreprises. L'ANPEJ, représentée par Saliou Keïta, prône une formation orientée vers le domaine professionnel avec la mise en place de projets bancables. N'est-ce pas, Ababakar Sadirtop? Pour mieux aider les jeunes à entreprendre, le réseau des jeunes de la francophonie a organisé un atelier de formation destiné aux formateurs. L'objectif est de pousser les jeunes des pays d'Afrique francophone à acquérir des connaissances dans l'optique de mettre en place des projets bancables. Cet atelier est aussi important parce qu'on est en train de parler de la formation de ces jeunes en entrepreneuriat. Vous savez que les contextes dans nos pays africains sont les mêmes. Et tout à l'heure, je l'ai dit, nous avons un système éducatif qui fait que plus on est diplômé, moins on est qualifié. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'employabilité de nos demandeurs d'emploi. Les modules qui sont en général enseignés dans nos établissements supérieurs ne sont pas en adéquation avec la demande des entreprises. 25 jeunes venus de 15 pays différents sont donc sélectionnés pour cette formation. Cet Ivoirien formateur revient sur l'importance de cet atelier. Il faut dire que cette formation est l'occasion pour nos jeunes non seulement d'accroître nos capacités intellectuelles, mais essayer aussi de relayer ça auprès de d'autres associations de jeunesse. C'est donc une idée de la francophonie que nous saluons, nous soutenons. Je voudrais vous rassurer de la volonté de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui nous encadre et aussi du Parlement francophone des jeunes à accomplir des missions non seulement de relais auprès des associations de Genève, mais aussi et surtout à mettre en place tous les moyens pour pouvoir toucher le maximum de jeunes. La plateforme internationale des réseaux jeunesse francophones PIRGEF, en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ, compte aussi renforcer les politiques d'auto-emploi mises en place par les États francophones. Le trafic devenu très dense sur certains axes de la ville en cette veille de fête, des embouteillages monstres. À cela s'ajoute l'augmentation du prix du transport par certains chauffeurs de taxi. D'autres préfèrent faire des déviations pour ne pas en arriver à ce stade. Bon nombre d'entre eux prétendent qu'il y a beaucoup de véhicules dans la capitale et c'est pour cette raison qu'il y a des bouchons un peu partout. Le sujet est signé Fatou Bintou Diagne. Se déplacer dans Dakar devient un véritable casse-tête pour les automobilistes à cause des embouteillages. Et la fête de l'Eid el-Kébir vient en rajouter une couche. La circulation est très dense. Et cela devient pire avec la fête. Tu vois, j'ai beaucoup de sueur. C'est difficile de circuler, surtout avec l'approche des fêtes. Ce chauffeur de taxi affirme qu'il n'augmente pas le prix du transport, mais plutôt il procède à des déviations. Je fais des déviations, mais je n'augmente pas les prix. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Indexé par les automobilistes, ce chauffeur de camion déclare qu'il y a trop de voitures dans la capitale. Sur toi, il y a trop de voitures. La circulation est dense. C'est dû au nombre pléthorique de véhicules. C'est le facteur le plus déterminant. Cet automobiliste accuse les agents de la circulation. La plupart du temps, c'est les policiers qui créent des bouchons. Ils doivent tolérer certains comportements des chauffeurs. Le trafic à Dakar est très dense et les automobilistes se plaignent car ils perdent énormément de temps. Mais ceci fait l'affaire des marchands ambulants qui se faufilent entre les véhicules pour écouler leurs marchandises. Notre série de reportages consacrée à la fête de la Tabaski se poursuit. Ce soir, nous nous intéressons aux cheveux naturels, très prisés par bon nombre de femmes. Au marché Sandaga, ces produits se vendent comme de petits pains. Les prix varient selon la qualité des cheveux en question. Toutefois, les vendeurs confient que les femmes sont prêtes à casquer plus de 100 000 francs pour s'en procurer ou être la plus belle le jour de la fête. Adja Antedja a fait un tour au marché Sandaga. Reportage. Mode aux tendances, les cheveux naturels sont prisés par bon nombre de dames en cette veille de Tabaski.
La plupart des femmes vous demandent des cheveux naturels. Maintenant, les cheveux diffèrent. Un bon cheveu coûte 60 000 à 70 000, même à 80 000 francs CFA. Mais des cheveux de 35 000 ou 40 000, ce n'est pas la bonne qualité. D'autres coûtent 50 000 voire 55 000 francs. Si certains estiment que le cheveu naturel est plus bénéfique par rapport à sa durée, d'autres par contre soutiennent qu'il n'y a pas que le cheveu naturel comme greffage de qualité. Vous pouvez utiliser les cheveux naturels à plusieurs reprises. C'est tout à fait le contraire pour les synthétiques. Donc vous voyez la différence qui pousse les femmes à préférer les cheveux naturels. Il y a de bons greffages différents des cheveux naturels, comme les Yakimirei, les Naomi, qui sont de très bonne qualité, qui peuvent concurrencer les cheveux naturels, bien sûr. Toutefois, cette jeune fille déplore les sommes exorbitantes dégagées pour le simple plaisir de se faire belle. Je crois que ce n'est pas la peine de mettre des cheveux naturels, il faut rester naturel. En plus, nous avons des extensions qui peuvent bien refléter notre beauté. Une femme doit rester naturelle avec les nappis qui sont à la mode. Donc, ce n'est pas la peine de mettre des cheveux pour être belle ou bien de dépenser des sommes exorbitantes pour être belle. Moi, je crois que nous avons notre beauté, il faut rester naturel, comme pour la peau et comme pour les cheveux. L'Aïd el-Kabir, communément appelée Tabaski, une fête pour la communauté musulmane qui exige beaucoup de choses. Chez les femmes, leur seule préoccupation, c'est d'être belle le jour J. Et pour ça, le cheveu naturel doit faire partie des accessoires. Adja Antedja, merci. Les marchés aussi sont noirs de monde. Bon nombre de voleurs à la sauvette en profitent pour se remplir les poches. Au marché HLM, certains commerçants révèlent avoir été victimes de ces pickpockets. Ces derniers rivalisent d'ingéniosité, et bien, faut le dire, pour accomplir leur forfait. Vous en saurez plus dans cet élément de Aïssatou Dioptal. Marché HLM, l'ambiance attire à première vue les clients. À quelques jours de la Tabaski, les pickpockets multiplient leurs forfaits. Certains commerçants ont compris leur stratagème et prennent les devants. Vraiment, les voleurs nous stressent. Le malheur en est que la plupart sont des femmes. C'est normal qu'elles nous volent, car nous vendons ce qu'elles ont besoin. Nous sommes envahis par les clients. Du coup, vous ne savez pas qui est venu pour acheter ou voler. Pour faire à ces cas de vol, ceux qui ont les moyens mettent en place des systèmes de surveillance comme les caméras cachées. D'autres préfèrent user à l'ancienne méthode. Nous utilisons tous les moyens de surveillance. L'autre jour, on a attrapé une voleuse. Nous lui avons laissé le temps de prendre le produit et le mettre dans son sac. Et c'est grâce à la caméra de surveillance qu'elle a été interpellée. Nous nous constituons en groupe et chacun se met quelque part pour superviser. Commerçants et clients, tous sont terrorisés par les voleurs qui sont la plupart de bonnes dames. C'est pour cette raison qu'Aladi y mieux accueilli Kaya au marché HLM en cette période de Tabaski. Du sport à présent, le Casasport a un nouvel entraîneur. Atanas Tangueng succède ainsi Dambaramata Ndiaye, limogé suite à la défaite de l'équipe Fagnon du Sud à Nyaritali, face à Nyaritali plutôt, un match qui comptait pour la finale de la Coupe du Sénégal. Le président de ce club explique le choix porté sur Atanas Tangueng par sa maîtrise de l'environnement du club Fagnon de la région de Ziguinchor. La correspondance de Mambit Diata. C'était devenu un secret de polichinelle, mais la nouvelle vient d'être confirmée par le comité directeur du Casasport. Atanas Tangueng est le nouvel entraîneur de l'équipe Fagnon du Sud. À partir d'aujourd'hui, Atanas Tangueng est l'entraîneur du Casasport.